Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte de la marine. C'est la 8e fois qu'on se retrouve pour vous faire découvrir à chaque fois de nouveaux métiers. Mais avant de se lancer, je vous invite à m'envoyer un petit message sur le chat. Alors, vous voyez sur le côté en bas à droite, vous avez un chat. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour pour me confirmer que tout va bien. Donc, ravie de vous avoir avec nous ce soir pour découvrir un nouveau parcours exceptionnel avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais vous rappeler quand même les quelques règles avant de se lancer. Vous savez que ce webinaire va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Cécile Dumont-Daillot qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et dans la deuxième partie, c'est vous qui prendrez la suite et c'est vous qui allez poser des questions. Donc pour ça, j'ai besoin que dans l'onglet questions qui se trouve en bas aussi, juste à côté de l'onglet chat, vous puissiez poser vos questions en m'expliquant un petit peu qui vous êtes. Donc en me disant quel est votre prénom, quelles sont les études que vous faites, quel âge vous avez. Et puis si vous faites partie d'une PMM ou si vous êtes dans une classe et que vous êtes tous ensemble, n'hésitez pas aussi à me donner des informations. Comme ça, je pourrais vous faire un petit coucou personnalisé. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre au sein d'une PMM et au sein de classes aussi qui se retrouvent le soir pour suivre nos épisodes. Donc, ça nous fait toujours hyper plaisir de vous avoir avec nous. Donc, vous posez bien votre question en me mettant quelques informations sur vous pour que je puisse personnaliser tout ça auprès de Cécile. Et je prendrai, et vous n'oubliez pas aussi bien sûr de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, parce que comme le temps est compté, je ne pourrai prendre que les questions qui sont les plus votées. Donc je compte sur vous pour tout ça. Et avant que Cécile nous rejoigne, je voulais vous parler un petit peu de l'aéronautique navale, parce que c'est le sujet de ce soir. Vous savez que Cécile est la première femme qui commande une base de l'aéronautique navale. Et l'aéronautique navale, aujourd'hui, ce sont 6000 marins qui assurent la maîtrise de l'espace aérien au-dessus de la mer et également la projection depuis la mer. Ils ont une double compétence air-mer et ces marins, qu'on appelle les marins du ciel, ils sont spécialisés dans des métiers propres aux hélicoptères, aux Rafales et aux avions. Et pour survoler les mers, il faut savoir que c'est 300 vies qui sont sauvées chaque année par des hélicoptères de secours en mer et qu'il y a 345 marins du ciel qui sont recrutés et formés chaque année. Un point commun, ils ont tous entre 16 ans et 30 ans. Par contre, certains ont le bac, certains l'ont pas. Donc, vous allez voir, on en parlera tout à l'heure avec Cécile. Vous avez peut-être votre place au sein de l'aéronautique navale et on sera ravis de vous expliquer un petit peu l'ensemble des métiers, à commencer par celui de Cécile et son parcours. Cécile, je vous invite à me retrouver et à commencer nos échanges pour partager un petit peu votre métier, votre parcours assez exceptionnel avec nos jeunes qui sont nombreux. Et je vois qu'il y a déjà même des questions qui sont posées. Donc, super. Alors, c'est la joie du direct. Cécile va être avec nous dans quelques instants. Le temps de me rejoindre. Alors, vous allez voir, Cécile, elle a une première partie de carrière où elle a été pilote hélicoptère et elle va nous raconter tout ça. Et puis, on essaiera de faire rapidement le point sur sa carrière pour arriver jusqu'à ce poste qu'elle occupe aujourd'hui à la tête d'une base aéronautique navale. Alors déjà, en attendant que Cécile nous rejoigne, on peut peut-être commencer à échanger dans le chat. Est-ce que vous avez un petit peu des idées sur le métier de Cécile? Est-ce que l'aéronautique navale, ça vous parle? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des marins du ciel? Je vous laisse me répondre, comme ça on commence déjà à échanger. Ouais, donc Hugo et Anthony savaient qu'il y avait des marins du ciel. Alors Théo nous dit qu'il a une maman pilote, donc en effet, ça aide. Cécile, je vais relancer l'invitation. Comme ça, vous allez pouvoir me retrouver. Je reviens sur le chat pour voir un petit peu ce que vous me dites. Donc, Anaïs savait que ça existait notamment pour les sauvetages en mer. Bastien, je te rassure, le live sera bien sûr disponible en replay. On postera demain sur mon compte YouTube. Sur mon compte LinkedIn et ça te renverra vers YouTube. Donc, dites-moi, je vois que vous connaissez vachement. Et en effet, Aymeric, on a toujours l'idée que les pilotes viennent de l'armée de l'air, mais effectivement, ils sont marins et non de l'armée de l'air.
on a bien des marins qui sont pilotes et qui font plein de métiers aussi autour de tout ça. Étienne nous dit qu'il a pour projet de devenir pilote d'hélicoptère. Donc ça, c'est bien. Tu pourras bénéficier de l'expérience de Cécile. Hein. Alors, Cécile, je vois que vous arrivez à me rejoindre. Par contre, il y a un petit souci, j'ai l'impression, pour activer votre caméra et le micro. Donc, je vous aide un peu normalement. Super. Voilà. Bonjour Cécile. Bonjour. Très contente de vous voir. Oui, c'est compliqué, pardon. Vous allez bien? Oui, très très bien, merci. Ravie de vous avoir avec nous. On a un public qui a l'air assez averti, puisque les jeunes me disaient, je posais la question pendant que vous nous rejoigniez, qu'on peut croire parfois que tous les pilotes viennent de l'armée de l'air, mais en fait, on a bien des pilotes dans la marine, on a bien des marins du ciel, et ça va être l'objet de notre échange de ce soir, faire découvrir l'aéronautique navale aux jeunes. Et j'ai l'impression que j'ai la meilleure ambassadrice pour ça avec moi, puisque vous avez été à la fois pilote hélicoptère, donc vous allez pouvoir nous parler de votre première partie de carrière et de tout ce que vous avez fait. Et puis maintenant, vous êtes à la tête d'une base dans l'aéronautique navale. Et là aussi, on va peut-être pouvoir parler un peu des différents métiers et des différentes personnes qui composent cette base-là. Mais Cécile, vous savez, on a une petite coutume en lancement de nos webinaires à la découverte de la marine, c'est la carte d'identité de notre invité. Et donc, je vous propose de vous prêter au jeu en répondant à quelques questions qui vont de manière assez rapide. Alors d'abord, votre grade, Cécile. Alors, je suis capitaine du vaisseau, puisque c'est comme ça qu'on dit dans la marine, qui correspond à colonel, en fait, dans les autres armées. Et on vous appelle commandant, je crois. Et on appelle commandant, c'est encore une particularité de la marine. Super. Vous êtes dans la marine depuis quand ? Je suis entrée dans la marine à l'âge de 20 ans, et c'était déjà en 1996. Votre meilleur souvenir dans la marine ? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est peut-être la concrétisation d'une mission, en fait. Et en fait, cette mission est très particulière. C'est une mission de lutte sous la mer. Et en fait, avec l'hélicoptère que je pilotais, qui était un Lynx, on avait l'habitude de poursuivre un sous-marin. Et là, on poursuivait de nuit un sous-marin américain qu'on avait au contact. Et en fait, entre deux stations, puisqu'en fait, on se déplace sur l'eau pour pouvoir avoir de bons contacts sur le sous-marin, j'ai mon opérateur à l'arrière qui me dit je l'ai vu. Et en fait, on venait de prendre un sous-marin qui était à la surface, en train de remonter tranquillement à la surface, et donc avec ses périscopes dans le clair de lune. C'était juste magnifique, juste improbable. Oui. Et comme j'ai l'habitude de dire aux jeunes que j'ai formés, il faut regarder dehors. Je ne sais pas qu'en regardant dehors la nuit, on le verrait. C'est un excellent souvenir. En effet. Votre meilleure expérience en équipage ? Parce que c'est important, l'équipage dans la marine. Ouais, ma meilleure expérience en équipage, c'est de se dire qu'avec un équipage constitué avec lequel on est habitué à s'entraîner, on est tellement entraînés ensemble, on vole tellement ensemble, qu'en fait, lors d'une opération, et là, pour le coup, c'était une opération de narcotrafic, vous arrivez au but de votre opération, c'est-à-dire arrêter les contrevenants qui transvasaient de la drogue par embarcation, sans rien vous dire. C'est-à-dire que du moment où vous avez l'autorisation d'aller vous mettre en face d'eux, de les arrêter, personne ne dit rien à la machine, tout le monde prend sa place, et en fait, chacun fait exactement ce qu'il faut. Et ça, c'est juste magique. C'est des heures et des heures, voire des années d'entraînement. Super. Le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face ? Parce qu'il y a aussi des challenges, j'imagine. Alors, il n'est pas terminé, ce challenge, mais je pense que pour moi, mon plus gros challenge, c'est de réussir à la fois ma vie d'officier de marine, donc de militaire, et ma vie de femme, d'épouse et de maman. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, j'espère arriver à maîtriser un petit peu tout ça, mais c'est le plus beau challenge que je me suis donné et que pour l'instant, j'ai réussi. C'est un beau challenge, en effet, on en parlera un petit peu plus tard. Et est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré pour devenir marin ? Alors en fait, ce qui a fait que j'ai porté l'uniforme de la marine, parce que ce n'était pas du tout prévu comme ça, moi je suis issue du monde de la montagne, en fait finalement c'est une rencontre. Alors c'est ni un livre ni un film, c'est une belle rencontre que j'ai faite une fois que j'ai réussi tous mes concours, donc pour rentrer dans les 3 armées. Et en fait j'ai rencontré un officier qui sortait de l'école navale et avec qui j'ai pu échanger en montagne. Et du coup j'ai dit oui.
Et je suis allée. Et en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose avec tous les jeunes que je croise parce que je pense que c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire. C'est quelque chose qui nous parle, nous, chez Major Glacis, les belles rencontres qui font créer des vocations. Et donc, c'est super, en fait, que ce soit un marin qui vous ait donné envie de rejoindre l'aventure et que vous, à votre tour, ce soir, avec tous les jeunes qui sont là et qui vous écoutent, vous puissiez transmettre le flambeau à votre tour. Alors, cette rencontre, elle arrive à quel moment ? Cette rencontre, elle est arrivée, je venais de terminer mes concours, en fait. Je savais que j'étais retenue donc, à l'école de l'air, à Saint-Cyr et à l'école navale. Et moi, j'avais comme but de devenir pilote d'hélico. Et en fait, je pouvais rentrer dans une de ces droits armés. Et ce marin, je l'ai rencontré fin juillet, début août, à la fin d'une journée en montagne. Et on a échangé. Et en fait, il m'a convaincu que les plus belles carrières seraient dans la marine parce qu'elles seraient les plus diverses. Et surtout en me prévenant que je ne réussirais pas forcément à accomplir mon rêve, c'est-à-dire d'être pilote d'hélico, et que j'aurais d'autres métiers qui pourraient être très intéressants. Et aujourd'hui, j'en suis complètement convaincue. Super. Donc là, vous intégrez l'école navale, c'est comme ça que ça se passe ? Tout à fait. J'intègre l'école navale en 96. Et en fait, à cette époque-là, l'école navale, donc c'était 3 ans, 2 ans de formation d'ingénieur, de formation militaire et puis de formation au métier de la mer. Et une 3e année en école d'application qui était sur le bâtiment Jeanne d'Arc, qui a été retiré du service en 2010, si je crois. Voilà. À l'issue de ça, vous avez une formation qui continue ? Alors, à l'issue de ça, en fait, pour être pilote d'hélicoptère dans la marine, que vous soyez issu de l'école navale ou bien issu du recrutement qu'on appelle d'élève officier pilote de l'aéronautique navale, la formation dans les différentes écoles est la même. Donc, pour le pilote d'hélico, alors elle a un petit peu changé depuis, mais en tout cas pour moi, elle a été d'une année sur avion, donc sur Tucano à l'époque, donc c'est un petit chasseur. Et ensuite, ça a été une transformation sur hélicoptère dans l'armée de terre, donc l'école qui est à Dax, qui existe toujours, et ensuite dans la marine pour 2 formations particulières, une pour voler sans visibilité et dans les nuages, ou de nuit d'ailleurs, et l'autre pour être formé directement au métier de la mer et donc aux vols qui sont au-dessus de la mer et avec les bateaux. Voilà. Est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'on peut être éopant aujourd'hui, donc élève officier pilote de l'aéronautique navale, avec juste un bac ou même sans le bac ? Est-ce que vous pouvez peut-être, parce que vous êtes allé via l'école navale, mais il me semble qu'on peut aussi le faire directement en sortie de bac ou peut-être même sans le bac ? Tout à fait. En fait, vous avez 2 voies pour être pilote d'hélico et en fait, il n'y a pas une voie royale et une autre voie, il y a juste 2 carrières différentes. Et moi, c'est bien ce que je dis aux jeunes, c'est selon ce que vous voulez faire, il ne faut pas vous entêter à aller faire une prépa, réussir un concours et faire l'école navale. Si vous voulez, parce que forcément, avec un bac général, vous pouvez intégrer, en tout cas participer à la sélection pour intégrer le cursus de pilote. Et nos carrières sont différentes. L'officier issu de l'école navale, il a pour vocation à faire une carrière courte, on va dire, au pilotage, une 15aine d'années, avec des responsabilités qui sont croissantes, avec à l'issue un commandement. Et un élève officier pilote de l'aéronautique navale, lui, il a vocation à servir beaucoup plus longtemps dans les unités. Donc, il est normalement beaucoup plus expérimenté. Alors, meilleur pilote, je ne sais pas, mais en tout cas, pilote plus expérimenté et à être embarqué, à faire des missions beaucoup plus longtemps, une 20aine d'années, on va dire. Super. Comme ça, on a donné les 2 voies possibles aux jeunes et les jeunes qui sont intéressés et qui nous écoutent, mais qui ne vont pas faire les classes prépa et aller à Naval, peuvent se dire qu'il y a aussi une opportunité pour eux et donc du coup continuer à écouter ce que va nous raconter Cécile, parce que une fois que vous êtes breveté, comment ça marche ? Une fois que je suis brevetée, en fait, j'ai la chance pour ma part d'être affectée sur un site de service public. Donc, j'ai la chance de faire une année de sauvetage en mer. Basée à partir du Touquet-Paris-Plage. Alors, c'est une petite enclave militaire sur l'aéroport du Touquet au sud de Boulogne-sur-Mer, où là, après 6 ans d'école, donc 3 ans de pilotage et puis 3 ans d'école navale, j'ai enfin la chance de me dire que je sers à quelque chose, puisque je fais des missions de sauvetage en mer. Et à cette époque-là, moi, c'est l'époque du tricolore. Donc, le tricolore, c'est un bâtiment qui emmenait des voitures, qui s'est posé sur le fond et renversé. Et ça a occupé à peu près 3 mois de notre activité, puisque ça se passait dans un rail de navigation au large de la Belgique. Voilà. Et sur votre sur votre première partie de carrière, vous allez être pilote hélicoptère. Au fur et à mesure, vous allez prendre des responsabilités supplémentaires.
Et puis, je crois même qu'à un moment donné, vous allez retourner à l'école navale pour, cette fois-ci, devenir instructrice. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette première partie de carrière? En fait, dans les flottilles de la marine, donc que ce soit pour les pilotes d'hélico ou pour les pilotes d'avion, c'est exactement la même chose. Vous progressez aéronautiquement, c'est-à-dire dans vos qualifications, et ensuite vous progressez dans vos postes de responsabilité, on appelle ça des postes organiques. C'est-à-dire que vous avez au départ peu de responsabilités, ensuite vous êtes adjoint, ensuite vous êtes chef, et en même temps vous passez toutes vos qualifications aéronautiques. Et pour ma part, ça m'a emmené à être chef d'un détachement, qui est une équipe complètement déployée avec son équipe de techniciens, son hélico et son matériel en mer, avec toutes les qualifications, donc en étant commandant d'aéronef et en étant responsable de la conduite de la mission. Donc ça dépend des types d'hélicoptères. La formation aéronautique et tactique, elle dure entre, j'ai envie de dire, 2 et 4 ans selon le type d'hélico sur lequel on est et sur le type d'avion d'ailleurs. Mais du coup, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Parce qu'au début, on est copilote pour des missions simples. Ensuite, on est chef pour des missions simples, puis 2 jours, puis 2 nuits, puis des missions tactiques. Et en fait, c'est moi, ces 4 premières années, je ne les ai pas vues passer. Déjà parce qu'elles ont été marquées de beaucoup d'opérations et puis beaucoup de départs en mission. Voilà. Et c'est aussi pour ça que la sortie à un moment de la flottille, donc moi qui ai été pour le poste d'instructeur à l'école navale, fait du bien parce qu'à un moment donné, on pose ses valises. Et on se dit, bon, bah, là, je vais pouvoir avoir un petit peu de visibilité sur mes week-ends, sur ma vie, en fait. Et en plus, c'était un vrai bonheur de pouvoir transmettre, en fait, aux plus jeunes que j'étais 10 ans avant, finalement, de pouvoir transmettre la passion de l'aéronautique navale et puis d'expliquer quels sont nos métiers, parce que notre métier de cadre, il est bien de présenter aux jeunes la carrière dans différents domaines. Que ce soit l'aéro, les sous-marins ou les bateaux ou les commandos. Voilà. En fait, vous avez des officiers qui sont un petit peu de tous les niveaux, qui sont à l'école navale et les élèves peuvent se retourner vers nous et le font très régulièrement et ça, c'est très intéressant. Si on devait retenir un moment de votre première partie de carrière, une anecdote, quelque chose qui parle un petit peu aux jeunes qui nous écoutent, vous pouvez nous amener un petit peu dans votre quotidien là et nous partager quelque chose que vous avez vécu? Le quotidien, quand je parlais de lisibilité, je vais vous donner un exemple qui me fait vraiment sourire aujourd'hui, mais je peux vous dire que sur le coup, on a quand même tous accusé le coup. On partait fin août pour 3 jours d'entraînement avec notre bateau. Donc, quand vous partez pour 3 jours, vous avez déjà toutes vos petites affaires à bord. Vous arrivez juste avec un mini-sac dans votre hélico. Voilà. Et en fait, au bout de 2 jours, j'ai le responsable des opérations du bateau qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que tu as comme potentiel sur ta machine? Est-ce que tu as besoin de récupérer quelque chose à terre? Bon, je n'ai pas le droit de trop t'en parler, mais on part plein nord. On part suivre un groupe russe et on va partir pour quelques semaines. Donc là, vous dites, non, j'ai besoin de rien, l'hélico, tout ça, sauf que vous vous rendez compte que vous partez 3 semaines et demie, parce que c'est ce qu'on a fait finalement, on est parti 3 semaines et demie. Et alors autant, moi j'étais venue avec rien, c'est pas très très grave, mais on a fait une escale à Fastlane en Écosse 2 semaines et demie après, et c'était très très drôle de voir tous les gens du bateau qui sortaient en tenue de cycliste, parce que certains étaient venus à bord du bateau avec leur tenue de vélo. Moi, je suis sortie en tenue de vol pour aller dans le premier magasin s'acheter un jean. Et en fait, on en a beaucoup ri. Mais la vie en mer, c'est simple, c'est que vous partez pour faire des choses, vous en faites d'autres. Et cette mission a été juste passionnante parce qu'elle a été parsemée d'embûches de bout en bout. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure dans votre meilleur souvenir en équipage, vous parliez de lutte anti-trafic, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques missions justement que vous êtes amené à faire en tant que pilote hélicoptère? Oui. En fait, là, c'est pareil. Selon l'hélicoptère que les gens vont piloter, vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire ces missions-là, ou en tout cas, vous ne pouvez pas tout faire. Le Lynx, qui était mon hélico à l'époque, qui est le cas du Caïman Marine, donc du NH90 aujourd'hui. Le Panthère peut aussi faire ces missions-là. Donc, en fait, vous êtes amené soit sur des missions qui sont dédiées ou soit par opportunité, parce que parce qu'une nation a un renseignement, vous vous trouvez près d'un bâtiment qui est censé contenir, on va dire, de la drogue. Donc, les bateaux sont entraînés pour pouvoir faire ce qu'on appelle des visites donc de bateaux, retourner le bateau de fond en comble pour éventuellement trouver de la drogue, ou bien d'aller sur un bateau qui lorsqu'il va vous voir, va se dire « mince, je suis pris ». Et en fait, sa seule manière de pouvoir se sauver, c'est de tout balancer, de tout ce qu'il a à la mer.
Donc, sur des opérations, dont celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'était vraiment des opérations coup de poing qui sont menées. À l'époque, on en menait pas mal entre le Maroc et l'Espagne. En fait, vous partez pour une quinzaine de jours. Vous avez tout un dispositif de bateaux, tout un dispositif interministériel d'avions qui viennent se mettre en place. Et en fait, vous avez un avion qui trouve un passeur, qui trouve un bateau qui transite, qui lui paraît louche. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde vienne autour de lui et que le piège se referme autour de lui. Et au dernier moment, vous lui envoyez l'hélico, en plus d'une équipe de commando derrière pour récupérer les gens et puis la drogue. C'est juste une mission qui est passionnante parce que ça se fait 2 jours, 2 nuits. À bord, nous, on a des tireurs d'élite, donc des commandos marines tireurs d'élite qui sont là pour arrêter l'embarcation. C'est une des qualifications ultimes, mais en tout cas, je pense que c'est une des plus gratifiantes, moi, que j'ai vécues, vraiment. Si on parle de la deuxième partie de carrière, vous m'avez dit le jour où ça s'est terminé, j'ai pleuré et on pleurait tous. Parce qu'en fait, quelque chose que je ne savais pas, mais que vous m'avez appris, depuis le jour où vous avez quitté cette première partie de carrière, vous n'êtes plus pilote hélicoptère, donc vous n'avez plus jamais repris les commandes d'un hélicoptère. Alors en fait, quand on quitte et qu'on n'est plus entraîné, on perd ses qualifications. Donc parce que j'ai des bons amis dans les flottilles, j'ai eu la chance de pouvoir profiter, notamment quand le Lynx a été retiré du service actif. On est venu me voir et on m'a dit, allez, 2 heures, est-ce que ça t'intéresse de faire un tour? Mais oui, bien sûr. Donc je l'ai fait, mais sinon, non. Je ne pilote plus, je n'ai plus de qualification à jour. J'ai encore beaucoup de choses en tête. Je pense que je saurais encore faire beaucoup de choses. Mais non, on ne pilote plus. Donc oui, j'ai pleuré quasiment toute la journée. Alors les autres pleuraient moins, mais moi je pleure. C'est une manière que les choses évacuent. J'ai beaucoup pleuré. Mais parce qu'en fait l'aventure humaine s'arrêtait. Et finalement, ce n'était pas le pilotage qui allait me manquer. Je m'en suis rendu compte rapidement, c'est les gens de l'unité. Et cette espèce d'équipe de deuxième famille avec qui j'avais été pendant 12 ans, parce que j'ai été pendant 12 ans dans cette flottille, qui avait grandi avec moi, certains qui étaient arrivés après. Et voilà, c'est juste cette aventure humaine qui se terminait et c'était difficile de l'arrêter. La deuxième partie de carrière, c'est une carrière en état-major? Oui. Alors, pour le coup, moi, c'est assez bien passé parce que je me suis retrouvée dans un métier dans une dominante, en tout cas, que j'ai beaucoup apprécié, donc qui sont les relations humaines. J'ai eu la chance d'être dans 2 bureaux pour faire de la gestion donc, de personnel non officier, donc, ou bien de la gestion du personnel officier, qui sont 2 métiers juste passionnants parce que en fait, ce sont des puits sans fond. Vous pouvez toujours inventer des choses, toujours chercher des choses. Vous êtes toujours à la recherche de mieux, de plus, notamment parce que la marine recrute. La marine a besoin de fidéliser son personnel, a besoin de donner des lignes pour que les gens aient un petit peu de visibilité. Donc j'ai passé 4 ans en état-major, 4 ans passionnants. À la fin de laquelle je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment faire autre chose que de l'aéronautique, parce que je faisais de la gestion de personnel de l'aéronautique. Et c'est tellement bien fait que finalement, je me suis retrouvée responsable des opérations d'une base aéronautique. Voilà, donc je suis restée, finalement, je ne suis jamais sortie du milieu aéronautique en deuxième partie de carrière. Et aujourd'hui, vous êtes du coup la première femme à la tête d'une base de l'aéronautique navale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà une base et comment ça marche une base de l'aéronautique navale? Qui sont les personnes qui travaillent là-bas? Quels sont les métiers qu'on retrouve? Et c'est quoi vos responsabilités aujourd'hui? Ok. Bon, rapidement, une base, c'est à peu près un petit peu, en tout cas celle de l'enveloppe qui est la plus petite. Vous avez 4 bases aéronautiques en métropole. La base de l'enveloppe, c'est un petit peu moins de 1100 personnes, mais qui ne sont pas toutes sous ma responsabilité. Moi, la base, je n'ai que 300 personnes en fait sous mes ordres. Mais ma mission et ma seule mission, c'est de soutenir les flottilles opérationnelles qui sont aussi. C'est-à-dire que moi, je dois faire en sorte que les unités, elles sont au nombre de 3 aujourd'hui. La flottille 33F, qui arme des Cayman Marine, la flottille 34F ESHE, qui fait et l'école de formation et des missions sur des bateaux ou à partir de la terre aussi, et l'école d'initiation au pilotage où on forme les jeunes, où on sélectionne les futurs pilotes. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'ils puissent faire leur mission. Donc pour ça, je leur fournis tout. Je leur fournis déjà un aéroport, donc un aéroport qui est capable d'être ouvert 24 heures sur 24 toute l'année.
Je leur fournis la possibilité de pouvoir manger, dormir quand ils veulent. Je fais en sorte que la base soit surveillée jour et nuit pour que les aéronefs et le personnel soient quand même à l'abri. Voilà. Et en fait, vous avez toute une coordination qui se fait. Donc, vous avez des métiers de l'aéronautique, des métiers du soutien, donc des secrétaires, des cuisiniers. Vous avez des fusiliers marins, donc vous avez sur l'aérodrome, vous avez des pompiers qui sont capables d'intervenir en cas d'incident ou d'accident aérien. Vous avez des contrôleurs aéronautiques qui, eux, contrôlent tout le trafic aérien depuis le terrain et sur la zone autour. Et je pense que j'en oublie. Vous avez quelques mécanos, vous avez des officiers qui animent tout ça. Voilà, c'est une grande ville dont je suis un petit peu le maire finalement. Et alors, on a plutôt l'habitude de dire que le porte-avions, c'est une ville flottante. En fait, son pendant à terre, c'est une base aéronautique navale. Voilà, où on peut tout faire jour et nuit. L'idée, c'est qu'on puisse juste faire décoller les avions au bon moment. C'est très clair, merci Cécile. Vous me disiez également quand on a préparé qu'un pilote, il a besoin des autres en fait. C'est-à-dire que pour être tranquille et pour prendre votre avion sereinement, vous mettez votre vie dans les mains des mécaniciens, vous mettez votre vie dans les mains de différentes personnes en fait qui vont travailler sur les hélicoptères que vous allez prendre ensuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? En fait, moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que le pilote, sans son avion, il est rien. Et sans son avion qui marche bien, il est rien du tout. Donc déjà, quand on nous donne un avion, donc on signe un papier pour prendre la responsabilité, on connaît tout de l'avion. Il marche moyennant telle réparation qui a eu lieu. Il marche moyennant tel petit truc qui ne marche pas, mais j'en ai pas besoin pour la mission, c'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est le fruit d'un énorme travail des techniciens. Qui travaillent toujours dans l'ombre parce que eux, tout leur métier et toutes les nuits passées à travailler, c'est avant que la mission ait lieu, mais c'est juste central. Et nos techniciens à terre, typiquement, je vais prendre le cas de la flottille 33F qui arme donc des alertes de secours en mer, donc qui est toujours sur le pont jour et nuit. Et vous avez tous les jours, toutes les nuits, vous avez des mécanos qui sont capables de mettre en œuvre l'avion pour qu'il puisse décoller le plus rapidement. Et puis quand l'avion se pose et qu'il est en panne, de travailler toute la nuit s'il le faut pour pouvoir le réparer et qu'il ait toujours le potentiel minimal pour le rappel. Voilà. Le travail des techniciens, c'est vraiment quelque chose que l'on ne voit pas, qu'on ne met pas assez souvent en avant. Mais nos techniciens sont nos petits petits. Ouais. Super. Je vois qu'il est déjà 18h30, ça passe extrêmement vite. Je propose d'aller regarder du côté des questions qu'ont posées les jeunes. Je vois qu'elles sont extrêmement nombreuses. Le temps que ça s'affiche. Et donc, comme promis, je les trie par vote. Et donc, la question qui arrive en premier, c'est Gabriel, qui a 26 ans, qui est ingénieur Bac+5, candidat pour devenir OSM Takae, si je ne dis pas de bêtises, sur NH90 potentiellement. Alors, il demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire les tâches dites organiques dévolues aux officiers pilotes et Takae en flottille? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est Takae? Parce que je me sens vous expliquer. Ouais, alors en fait, dans la composante hélicoptère, tous les aéronefs, sauf le Caïman, vous avez 2 pilotes, donc sont bipilotes. Sur Caïman Marine, il a été fait le choix en amont de dire qu'il n'y aurait qu'un pilote. Donc sur Caïman Marine, vous avez bien 2 officiers qui sont assis. À l'avant à droite, vous avez le pilote et à l'avant à gauche, vous avez le TACAE, le technicien d'aéronautique. Et lui, il a 2 métiers. Il est un petit peu assistant pilote, c'est-à-dire qu'il sait faire certaines petites choses pour pouvoir amener, alors avec tous les couplages et avec toutes les commandes de vol électriques et tout ce que permet en fait l'avion de ramener un avion au sol ou en tout cas juste au-dessus du sol. Mais il est aussi tacticien d'aéronautique. Donc ça, on va dire que apprendre à être tacticien et apprendre à faire des missions simples, aéronautiques, tactiques, de jour, de nuit, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est sa formation aéronautique. Et en fait, tous les jours, quand il ne fait pas des vols, des simulateurs, qu'il n'est pas en cours et en formation, il a un métier organique à la flottille.
Alors, quand Gabriel va arriver dans la flottille, au début, il ne va pas très bien la connaître. Donc, en fait, il va être dans des postes un petit peu centraux où, en fait, il voit tout ce qui se passe. Ça peut être responsable du secrétariat. C'est très bête. Moi, ça a été mon premier poste. En fait, vous voyez tout ce qui arrive et tout ce qui part de l'unité. Et du coup, vous êtes au courant de tout. Ça vous permet d'à peu près comprendre comment fonctionne l'unité. Ça peut être aussi responsable de la documentation. C'est-à-dire que chaque équipage, chaque personne qui part en mission loin, longtemps, a besoin d'avoir la documentation pour pouvoir voler aux États-Unis, en Islande, en Norvège. Donc, vous avez une personne qui est chargée de constituer la bibliothèque et de vérifier. Vous avez aussi une personne qui va être capable de suivre, un officier, typiquement les TACAE, vont être capables aussi de suivre tout ce qui sont le suivi des armements à bord. Donc au début, ce sont des choses qui sont très simples, basiques. L'idée, c'est de pouvoir s'intégrer facilement dans l'unité. Et au fur et à mesure que l'expérience arrive avec la qualification aéronautique, on leur donne des postes plus complexes, plus proches des opérations, constituer une feuille des vols pour l'activité de la semaine du lendemain, constituer l'activité de la semaine suivante, être adjoint du commandant opération qui gère toute l'activité de l'unité. Voilà. Plus vous arrivez à avoir des qualifs et donc de l'expérience et de l'expertise, vous approchez en fait la vie, le cœur opérationnel de l'unité. Donc voilà ce qui devrait lui arriver pendant les premières années. Et donc si Gabriel est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il va bientôt passer les oraux. Donc avant tout ça, je l'encourage à bien travailler du coup pour ses oraux tout comme moi. Super, merci beaucoup pour cette réponse très complète. On a Anthony qui dit « Bonjour commandant, je m'appelle Anthony, j'ai fait une licence pro en électronique hyperfréquence, donc radar, sonar, et il prépare une entrée en tant que PNTAC, en tant qu'officier marinier. Lors des tests et de la vie de militaire, quelles sont les qualités physiques et mentales à mettre au profit de tous ?» Alors peut-être qu'il faut que j'explique ce qu'est PNTAC parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse. En fait, PNTAC, c'est personnel navigant tacticien. Donc dans l'hélico, je vous ai dit, alors dans les hélicos et dans les avions. En place avant, vous avez des pilotes, 2 pilotes ou bien pilote et tacticien. Et à l'arrière de l'avion ou de l'hélicoptère, vous avez des gens qui utilisent les senseurs sur avion ou sur hélicoptère qu'on appelle, qui sont recrutés comme étant PNTAC. C'est le nom, de la spécialité. Ensuite, ces gens vont pouvoir, à l'issue d'un tronc commun, vont pouvoir aller soit sur hélicoptère, on appelle ça des ELAE, soit sur des avions où ils vont être chargés de suivre tous les senseurs électromagnétiques ou acoustiques, voilà, et en fait, ils auront, ou radar, pardon, ils auront d'autres spécialités qui sont issues de ce même recrutement. Donc, que doit-il faire, en fait, à mon sens déjà, c'est ne jamais rien lâcher. C'est-à-dire que sur des formations qui sont longues comme celle-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a toujours des moments où on n'est pas à l'aise, où on est moins à l'aise, finalement, c'est normal. Donc, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas se dire « je suis nulle, je vais décrocher », il faut se dire « je suis moins à l'aise là, je vais plus travailler et ça ira mieux après ». Donc, surtout, ne pas déjà rester sur rester sur ses acquis, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter de travailler, même si je suis sûre qu'il est plus à l'aise sur certains domaines d'acoustique vu les études qu'il a fait. Toujours travailler, toujours aller de l'avant et quand c'est un petit peu plus difficile, se faire accompagner des autres, parce qu'il ne sera pas tout seul dans son cours. Ça, je pense que la vertu d'une promotion et de travailler à plusieurs, elle est énorme et je pense qu'on va beaucoup plus loin à plusieurs. Donc, dans sa formation, ne rien lâcher, faire un groupe avec les autres et puis en général, ça se passe bien. Voilà, s'il ne fait pas une chute au ski ou en kite, voilà, qu'il fasse aussi attention à sa petite santé parce que des accidents, ça arrive hélas de temps en temps. Eh bien, Anthony, quel cadeau. Tu as eu un super coaching de la part de Cécile Dumont-Daillot. Waouh, je pense que tu fais des jaloux. On a une question de Tom, qui est en terminale au lycée militaire de l'École des pupilles de l'air et de l'espace et qui aimerait vous demander quelles sont les différentes préparations de la marine et à qui sont-elles proposées. Il aspire à devenir pilote de chasse et il demande si c'est une deuxième petite question, si c'est possible de le devenir avec une petite myopie. Alors, je ne sais pas à quoi fait-il allusion lorsqu'il parle de préparation marine, parce que je pense que s'il est déjà à l'école des pupilles de l'air et de l'espace, c'est qu'il est déjà dans un cursus. Alors, s'il est au lycée ou en prépa, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que… En terminale, voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que lié à la deuxième question, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne peux pas lui répondre si sa myopie va ne pas lui permettre de passer ou pas. Je pense qu'il y a
que la visite médicale initiale qui va lui permettre de savoir. Et en fait, il faut y aller à cette visite. Alors avec un peu de crainte, j'imagine, forcément, mais il faut y aller. Il y a certaines myopies qui passent, il y a certaines myopies qui se développent plus tard, mais la visite la plus importante, c'est la visite initiale. Une fois qu'on est calé, qu'on a réussi cette visite initiale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, ensuite, on peut, sous dérogation, avoir des ports de lunettes, avoir des ports de lentilles. Il y a même des opérations qui se font, alors pas forcément pour les pilotes de chasse, mais il faut attendre la première visite. Je ne sais pas quoi lui répondre, mais qu'il mette tout de son côté, qu'il y aille. Et puis, si on lui dit non, il n'aura pas de regret parce qu'il aura tout essayé. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ça, c'est hyper important. On a une autre question de Maxime. Et donc, du coup, il y a pas mal de personnes là qui sont très, très avancées dans leur réflexion. Donc, Maxime, il a 16 ans. Il est actuellement en première. Il aspire à devenir pilote dans la marine en passant par la filière EOPAN. Donc, élève, officier, pilote de l'aéronautique navale. Quels sont les gros plus sur un dossier d'un candidat? Est-ce qu'une PPL, une PMM? Peut-être expliquer ce que c'est aussi. Ouais. Alors un PPL, c'est c'est le premier brevet de pilote privé en fait d'avion. Et ensuite la PMM, c'est une préparation militaire marine. Donc le PPL, ça va pouvoir lui permettre d'avoir une certaine aisance aéronautique et certaines connaissances aéronautiques pour se présenter à la sélection, alors que la PMM, la préparation militaire marine, lui donnera une connaissance de la marine et de son fonctionnement, de son organisation. Donc j'ai envie de dire que déjà il peut enclencher les deux parce que les deux ne seront. Moi, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui prouvera au jury qui va le voir, qui va l'entendre, qu'il s'intéresse, que ce soit parce qu'il a pris le temps de s'intéresser à la marine par sa PMM ou parce qu'il a pris le temps de découvrir le pilotage par un PPL, tout ça, c'est du plus. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, un vrai plus, et tous les jeunes sont à peu près comme ça, c'est qu'il faut bosser l'anglais. Il faut vraiment, vraiment que les jeunes arrivent avec un niveau d'anglais, pas un niveau d'anglais scolaire. Il faut qu'ils aient l'oreille, qu'ils aient l'habitude, qu'ils n'aient pas peur de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont moins peur de parler et qu'ils aient l'habitude d'entendre de l'anglais. Donc, je les encourage, et ça, je suis sûre qu'ils savent faire, de se mettre sur les trucs qui vont bien et d'aller regarder les séries en anglais, s'il vous plaît, avec des sous-titres pour développer son oreille. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est rédhibitoire. On a une question d'un marin pour vous. On a la lieutenant de vaisseau marine qui est responsable du recrutement régional pour la marine dans le Grand Est, qui a une question pour vous et qui va intéresser de nombreuses jeunes filles qui nous écoutent. Elle vous dit « Bonsoir commandant, on parle souvent du syndrome de l'imposteur pour les femmes. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes filles ?» Oups, ça bouge parce qu'il y a plein de questions. Donc, quels conseils donneriez-vous à des jeunes filles qui pourraient penser que l'aéronautique, tant les métiers techniques que navigants, ne sont pas accessibles pour elles? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes filles? En fait, je leur dirais qu'il y a que des statistiques aujourd'hui qui prouvent que peut-être il y a moins de femmes dans l'aéronautique. Ce qui est sûr, c'est que tous les métiers de l'aéronautique ne leur sont pas fermés. D'ailleurs, aucun métier n'est fermé aux femmes. Donc, celles qui le veulent le peuvent. Et ensuite, j'ai envie de dire que l'aéronautique est une petite famille dans laquelle il n'y a pas du tout de problème de misogynie et pas du tout de problème les femmes sont traitées très bien comme les hommes et elles sont très bien intégrées. Donc j'ai envie de dire que c'est sûrement la technicité des métiers, l'expertise, peut-être liée à l'embarquement et à l'absence qui font que ces métiers sont moins féminisés. Mais il n'y a aucun problème pour réussir une carrière dans l'aéronautique. Donc les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez-y et puis aidez-nous à changer les chiffres puisque ça ne dépend que de vous. Plus il y aura de jeunes filles qui se lanceront et qui rejoindront l'aéronautique navale. Et j'espère que dans quelques années, on n'aura plus à poser ce genre de questions parce que ce sera très commun d'avoir des jeunes filles dans l'aéronautique navale. J'ai une question de Mathias qui vient d'être diplômé de l'école SupMéca et qui prépare EOPAN. Il demande s'il y a des différences de caractère entre pilote d'hélicoptère, chasse et patemar. J'ai envie de dire qu'il y en aura forcément, parce qu'un avion de chasse, c'est un avion monopilote. Donc, vous avez un homme qui, tout seul, fait ses missions. Dans un hélicoptère, vous êtes un petit équipage où vous êtes entre 3, 4, allez, on va dire 3 ou 4. Et dans les avions, si je prends les Atlantique 2, par exemple, vous êtes des équipages de 13.
Donc, forcément, vous développez une manière de travailler qui est différente. En plus, vous avez des milieux qui sont très différents. Les chasseurs ont pour vocation à se déployer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, eux, ils sont toujours sur le même porteur, ils se déplacent toujours en flottille, donc toujours tous ensemble. Là où les hélicoptéristes se déplacent par petits détachements sur des bateaux qui ne sont pas toujours les mêmes, d'ailleurs. Et là où les PATMAR, parce que c'est comme ça qu'on appelle les pilotes d'avions de patrouille et de surveillance maritime, sont basés à terre, et eux, ou depuis la métropole, ou depuis des terrains à l'étranger, directement sur les zones d'opération. Donc vous avez forcément des différences de caractère et des différences de caractère en fonction de comment est-ce que vous avez grandi, avec qui vous avez grandi et dans quelle composante vous avez grandi, forcément. Une autre question de Théo qui a 16 ans et qui est en lycée général et qui souhaite savoir comment se passe la sélection pour ceux qui veulent devenir pilote mais sans faire de longues études avec l'école navale, donc la filière EOPAN dont on parlait tout à l'heure. Voilà, mais du coup, la sélection, déjà, il faut se rendre dans un centre de recrutement. Un centre de recrutement, ça s'appelle un CIRFA. Voilà, il y en a un petit peu partout en France, donc il faut se rendre chez eux, prendre contact avec un chargé de recrutement, lui expliquer ton projet et ensuite remplir donc tous les papiers pour pouvoir se présenter à la sélection. La sélection, elle va se passer en plusieurs phases. Alors, je vais parler de celle qui se passe actuellement, qui est issue en fait d'une sélection qui a été mise en place avec le Covid, en fait, où il y a quand même pas mal de choses qui se passent en visio. En fait, tu vas passer une épreuve en visio avec une professeure d'anglais qui va évaluer ton niveau d'anglais, et ça, c'est une première épreuve qui est éliminatoire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que l'anglais était vraiment très, très important, parce qu'en fait, vous allez échanger et tu vas devoir expliquer ce que tu as compris d'un texte que tu as entendu. Ensuite, il y a aussi une partie avec un psychologue. Alors, le psychologue, il n'est pas là pour voir si tu es fou ou pas, parce qu'il ne pourra pas le faire. En revanche, il est là pour comprendre la maturité de ton projet, pour voir si tu te projettes dans ton métier de militaire, dans ton métier de pilote, et pour voir si tu es déjà bien renseigné sur la vie, en fait, que tu dis vouloir choisir. Enfin, une fois que toutes ces épreuves-là sont passées, tu vas être mis en relation avec une équipe donc, de l'unité de sélection qui s'appelle l'EIP 50S, qui va te recevoir en entretien visio aussi, et te poser plein de questions, des questions qui sont très différentes pour aller tester ta connaissance de l'aéronautique, ta connaissance de la marine, pour pouvoir encore parler de ton projet. Et ensuite, du coup, une fois que cette étape-là est passée, tu vas être envoyé pour vérifier donc, ton aptitude médicale au centre d'examen militaire qui s'appelle le CEMPN. Et ensuite, en même temps, tu vas faire des tests psychotechniques et encore revoir un psychologue. Donc, tout ça se passe à Toulon sur une deuxième semaine. Et si tout ça est clair, eh bien, ensuite, normalement, tu rejoins une promo. Il y en a 3 qui rentrent par an dans cette flottille. Et ça fait à peu près une cinquantaine de jeunes qui arrivent à l'Orléoc, pour le coup, pour leur sélection. Génial. Il y a Morgane qui a 16 ans, qui est en bac pro maintenance aéronautique, qui aimerait être pilote hélico dans la marine et pas trop sûr de savoir quelle serait la meilleure option pour vous rejoindre. Est-ce que c'est mieux de faire un BTS aéronautique ou un bac plus mention complémentaire, ou alors ça n'a pas d'importance? Comment ça marche? Alors là, j'ai un gros doute. Et je pense que… Alors, il n'y a pas de souci. J'ai un gros doute sur le niveau, si le bac, c'est un bac généraliste ou un bac pro. En fait, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, il y a un doute, ce qu'il faut se dire, c'est que la marine est une j'ai envie de dire, une entreprise, parce qu'on peut dire comme ça, qui permet avec un escalier social. C'est-à-dire que rentrer en tant que mécanicien dans la marine, il est possible de faire un changement de spécialité en interne et ensuite de pouvoir intégrer la sélection. J'ai un exemple en tête d'un jeune qui se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs, un mécano qui est sur la base de l'Orléoc, qui a réussi la sélection et qui part en fait comme élève officier pilote pour pouvoir intégrer pilote et donc changer de statut. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Des fois les rêves ils sont un peu loin, des fois c'est un petit peu compliqué, mais il y a plein de petites portes qui sont possibles et je pense qu'elles ne se ferment, elles restent toujours ouvertes. Et aujourd'hui, la limite à viser, c'est de dire la limite d'âge pour être recruté pilote, c'est 27 ans. Moi, j'étais l'âge.
je veux m'engager tout de suite. Ça te permettra aussi, mine de rien, de savoir si la marine, si l'environnement aéronautique lui plaît, et ensuite de passer par une autre porte, celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Super, merci Cécile. Je continue les questions, parce qu'il y en a plein. Oui. Alors, c'est Mathis qui est élève en terminale scientifique au lycée François 1er, je ne sais pas dans quelle ville, et qui me dit, avec l'arrivée des H160, qui vont prendre les missions SAR du NH90, les missions de CTM avec les commandos vont-elles augmenter? Alors là, j'ai besoin que vous m'aidiez, Cécile. Oui, voilà. Alors en fait, aujourd'hui, le Caïman Marine, donc le NH90, assure toutes les missions de sauvetage en mer, qu'on appelle SPI, SAR, SECMAR, c'est tout la même chose. Et en fait, je pense que tous les jeunes bien intéressés, ils savent exactement de quoi je veux parler. Aujourd'hui, la Marine a choisi de recentrer en fait cet hélico, qui est un hélicoptère de combat, sur sa mission principale, qui est d'embarquer sur des frégates multimissions, donc les frégates toutes neuves, et sur le porte-avions, et donc d'acheter des H160, qui est en fait la version civile du futur hélicoptère interarmé léger des armées, qui s'appelle le HIL, voire le Guépard. Et ces H160 vont arriver à l'Envéoc, qui sera servi en premier en 2023. Et qui vont armer donc, les missions de secours en mer de Cherbourg, de l'Envéoc, et une année plus tard, celle de hier. Donc oui, ça veut dire que le H160 va se recentrer sur sa mission de sauvetage, va faire du sauvetage en mer, va aussi faire des missions de CTM, qui sont des missions de contre-terrorisme maritime. Je comprends bien. Et en fait, vu que ce sera ces deux seules grandes missions, oui, le H160, encore plus quand il sera à l'Envéoc, aura vocation à aller s'entraîner de manière plus régulière que ce qu'on le fait aujourd'hui à Lorient avec les commandos marines. Super. Et quand il sera à hier, pareil, puisque vous avez aussi un commando qui est à Saint-Mandrier. Voilà. Victor, qui a 20 ans et qui a déposé son dossier de candidature EOPAN, il a eu la chance de pouvoir échanger avec un instructeur de la 50S qui l'a bien mis dans le bain des entretiens de motivation. Est-ce que vous, Cécile, vous auriez des conseils par rapport à l'état d'esprit à avoir pour aborder les entretiens? On y va en gagnant? En y allant gagnant et en ne mentant pas. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, moi, j'ai pu participer à quelques-uns de ces entretiens avec des jeunes. Et tout de suite, vous sentez si ça sonne faux. Et quand ça sonne faux, vous n'avez pas envie de faire confiance. Et donc, comme vous avez beaucoup de choix, parce qu'il y a quand même 500 dossiers qui sont reçus par an pour les élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale, vous ne prenez pas. Donc, je pense qu'il faut ne jamais mentir. Savoir dire « je ne sais pas ». Dire la vérité, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas à la 50S en disant « je veux être pilote de chasse » alors qu'on ne veut pas être pilote de chasse. Si vous voulez être pilote d'hélico ou si vous voulez être pilote d'avion d'ATL2, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier ou de métier de deuxième classe de pilote. Donc, voilà, les deux conseils, c'est battant, ça c'est certain, et ne pas mentir. Alors là, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est Cassie, qui a Sciences Po en première année de licence. Et elle, son rêve, c'est de devenir commissaire des armées. Et donc, elle demande... Quel lien entretenez-vous avec ces personnes, donc les commissaires des armées qui sont présentes en base militaire, et quelles sont les missions que vous leur confiez? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui. Donc en fait, le concours de recrutement de commissaires des armées est un concours interarmées, mais il faut savoir que les élèves en sortie de leur école ont ce qu'on appelle un ancrage. Donc c'est-à-dire qu'ils vont passer plusieurs années dans soit l'armée de terre, soit la marine, ou soit l'armée de l'air et de l'espace. Et en fait, les commissaires marines, déjà, on les rencontre sur les bateaux. À bord de chaque bateau, alors chaque gros bateau, on va dire, vous avez au moins un commissaire qui a les missions chargées d'administration, de tout ce qui est finance, voilà. Et sur la base, donc, il n'est pas sous ma responsabilité directe. Par contre, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des organismes de soutien avec lesquels on travaillait. Et en fait, le chef de l'organisme du soutien qui s'occupe de la restauration, du transport, de l'hébergement et de tout le soutien de la vie au quotidien sur site est un commissaire d'ancrage marine pour le coup, qui a navigué sur des bateaux et qui connaît assez bien la marine et qui travaille à notre profit et qui travaille du coup très bien à notre profit parce qu'en fait, il a le sens de la mission et qui connaît nos missions.
Vous avez parlé d'ascenseur social tout à l'heure en rejoignant la marine, les opportunités de progression. On a une question de Raphaël qui est en bac+3 et qui demande si un maestrancier technicien avionique qui commencerait du coup sa carrière en tant que second maître peut-il sérieusement envisager d'accéder par l'escalier social de la marine à une fin de carrière en tant qu'officier supérieur, c'est-à-dire un capitaine de corvette, de frégate ou de vaisseau? Oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis même 1000 fois oui, bien sûr. Et en fait, c'est des formidables opportunités qu'offre la marine, parce que je vous ai parlé d'ascenseur social, alors on parle plutôt d'escalier social. Donc moi, je dis escalier social parce qu'en fait, il faut vraiment que les gens saisissent l'opportunité. Ça n'arrive pas sans travailler, ça n'arrive pas sans le vouloir. Voilà. Mais aujourd'hui, une de mes missions, typiquement au quotidien, c'est de faire en sorte que ces jeunes officiers mariniers, second maître ou maître, qui ont envie de passer officier, puissent le faire. Donc, on les prépare dans les concours, on les entraîne, on leur fait aujourd'hui des ateliers de culture générale pour pouvoir faire en sorte qu'ils prennent un petit peu de hauteur sur les sujets du quotidien et en fait que le jour où ils passeront leurs oraux, ils soient en tout cas plus à l'aise et plus à l'aise sur les sujets géopolitiques et dans lesquels la marine s'insère bien sûr. Donc oui, et moi j'ai de très beaux exemples de gens qui travaillent avec moi. Je pense à Hubert, qui aujourd'hui est un de mes 3 grands adjoints, qui a un petit peu plus de 40 ans de service et qui va être capitaine de frégate, qui est rentré matelot il y a quelques années. Voilà, et qui est juste un super officier supérieur. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Et moi, j'encourage tous les jeunes à le faire. Ceux qui ont le potentiel et ceux qui ont envie, sinon ils vont s'ennuyer au bout d'un moment. Donc il faut qu'ils aillent chercher ces responsabilités. Et ça passe par des concours que l'on peut avoir vers 25 ans, vers 27 ans, vers 32 ans, ou un petit peu plus tard, selon les types de concours que l'on envisage. Il y a Maëlle qui fait un BTS aéro à Vitrolles qui demande s'il est possible de changer d'hélicoptère en cours de carrière via des formations ou autres. Oui, alors pour le coup, je vais lui répondre à la question sous l'angle ou pilote ou bien sous l'angle mécanicien. Donc Super. forcément aujourd'hui, les avions, donc les aéronefs en général, avions ou hélicos sur lesquels on sert, sont des bijoux de technologie et que ce soit pour les techniciens ou pour les pilotes, c'est quand même beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'expertise à acquérir. Donc, sur Caïman Marine, par exemple, aujourd'hui, les jeunes qui rentrent, ils rentrent au moins pour 6 ans dans cette unité et donc pour servir, pour pouvoir acquérir le gros des qualifications pour pouvoir entretenir un hélico. Et pour les pilotes, c'est à peu près pareil. Donc, pour un pilote, carrière courte, on va dire, issu de l'école navale comme moi, c'est assez difficile de faire 2 hélicoptères complets parce que les carrières sont trop courtes. En revanche, pour les techniciens, bien sûr, moi je les encourage même à un moment donné à aller se rechallenger sur un deuxième aéronef parce que c'est repartir, redonner un élan à sa carrière et c'est ce qui fait que ça reste passionnant tous les jours aussi. Jamais de routine. Alors, Yanis qui a 16 ans, qui fait une PMM, donc je rappelle que c'est une préparation militaire marine cette année à Lyon. Il est en première au lycée Fénelon-La Trinité. Et donc lui, il a une question. Est-ce qu'en étant chef d'une BAN, donc d'une base aéronautique navale, on peut être transféré demain en tant que commandant d'un PHA, donc d'un porte-hélicoptère amphibie, ou alors du porte-avions Charles de Gaulle? Rien n'est impossible. En revanche, vous avez pour arriver à ces postes-là, il faut avoir fait des postes clés en amont. Typiquement, pour être commandant du porte-avions, en général, on a été ou commandant adjoint opération ou commandant second, ou les deux parfois. Et donc, il faut avoir passé certaines années sur le porte-avions. Donc, forcément, pour être pacha d'une base, il faut avoir aussi fait un autre parcours. Forcément, quand vous additionnez les deux, je pense que, et puis vous avez aussi des limites d'âge, j'ai envie de vous dire, pour être commandant de bateau, ce qui n'est pas le cas sur une base aéro. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à faire les deux parce que les années, parce que ça ne passe pas avec question de temps, question de timing, et qu'à un moment donné, c'est un choix. Donc, certains pilotes d'avion quittent l'aéronautique, quittent leur commandement et font le choix et ont la possibilité d'aller commander des bateaux. Certains font le choix, ou en tout cas on leur dit non, tu ne pourras pas aller faire des bateaux et potentiellement vont dans des postes qualifiants pour pouvoir commander une BAN. Je pense que c'est vraiment un problème de temps. C'est toujours un problème de temps. On fait tellement de choses et tellement de choses passionnantes qu'à un moment donné, il faut choisir.
Alors, on se rapproche de la fin. Je vais prendre 2 dernières questions. La première de Marianne, qui a 18 ans, qui est en première année de bachelor, qui dit qu'elle envisage de passer par la filière EOPAN afin de faire pilote de Rafale dans la marine. Mais on lui a dit que c'était les études avant tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile? Alors, je ne sais pas qui lui a dit ça. C'est sûrement des parents, ça. Parce qu'en général, quand on est parent, on dit toujours assure le reste. Voilà. Le recrutement de pilote est ouvert jusqu'à 27 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il est très tard de s'intégrer dans une formation qui demande quand même pas mal de, je veux dire, sacrifices, entre guillemets. Sacrifices parce qu'il faut s'accrocher, parce que je vous ai expliqué que tous les moments n'étaient pas faciles. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre 27 ans pour rentrer et que j'entends, il faut avoir un petit background universitaire. Ce n'est pas nécessaire pour rentrer dans la marine. En revanche, je pense que c'est bien, ça peut être bien de se dire je n'ai pas réussi la formation de pilote de Rafale et donc j'ai mes 3 ans d'études et je peux basculer sur autre chose. Donc les deux s'entendent en fait, mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop attendre parce que c'est quand on est jeune qu'on est plein de fougue, on est capable de faire plein de choses, de se remettre en question à toutes les formations et à tous les modules de formation. C'est un petit peu plus difficile quand on arrive plus tard. Dernière question, celle de Morgane, qui a 16 ans, qui fait un bac pro maintenance aéronautique. Et parce qu'il ose, j'ai envie de l'aider. Il dit qu'il est à la recherche d'un stage sur base et qu'il aimerait savoir s'il peut vous contacter pour essayer de trouver un stage dans l'aéronautique. Mais on accueille des bacs pro. Alors, on accueille des bacs pro parce qu'on a la chance d'avoir 2 cellules d'aéronefs qui sont deux cellules d'aéronefs qui ne volent plus dans la marine. Aujourd'hui, on accueille des bacs pro. Alors, oui, bien sûr. Alors, je peux même faire passer l'adresse en fait, à laquelle il faut envoyer ces candidatures. Bien sûr qu'on prend des bacs pro et on aimerait en prendre plus. Et d'ailleurs, on pousse un projet pour pouvoir en prendre plus. D'ailleurs, de spécialité porteur. On a plus de porteurs aujourd'hui que d'avioniques, mais on aimerait pouvoir en prendre plus, bien sûr, oui. Bon, on passera à l'adresse et on réexpliquera comment on fait pour devenir stagiaire aussi au sein de la Marine nationale sur base pour les personnes qui font des braques pro. Tous les autres, je vous prie de m'excuser, il y a encore plein de questions, mais le temps court. J'ai une bonne nouvelle pour vous quand même, c'est que vous savez qu'il y a près de 400 marins qui sont ambassadeurs sur MyJobGlassy. Ça veut dire qu'ils vous permettent d'aller échanger avec eux pendant 1 heure. Vous leur posez des questions, ils vous répondent directement et on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent dans l'aéronautique navale. Donc, on a des marins du ciel qui sont présents sur MyJobGlassy. Toutes les questions que vous aviez pour Cécile et auxquelles elle ne pourra malheureusement pas répondre puisque le live se termine, n'hésitez pas à aller les leur poser, n'hésitez pas à aller échanger avec vous. Ils sont vraiment là, ils ont envie de partager avec vous leur quotidien et de vous aider, de vous donner des conseils pour entrer dans la marine. Et vous verrez que vous intéressez, comme le disait Cécile tout à l'heure, tout ce que vous allez pouvoir faire pour montrer que vous avez de l'intérêt pour la marine, c'est des choses qui vont vous aider demain à un moment du recrutement. Donc, n'hésitez pas à aller échanger avec eux, n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Moi, je voulais vous remercier, Cécile. Peut-être vous laisser le mot de la fin avant de conclure. Un petit conseil pour les jeunes qui sont là, qui vous écoutent, qui s'intéressent. En fait, moi, j'ai envie de dire que tout ce qu'on a envie de faire, il faut tenter. Il ne faut jamais abandonner. Et je pense que voilà, celui qui veut peut et il faut se battre. Il ne faut jamais arrêter, toujours dire qu'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, mais toujours rebondir comme un chat, retomber sur ses pattes et réessayer. Voilà. La marine permet des carrières très diverses et variées. Si ce n'est pas là, ce sera un autre endroit avec potentiellement un retour. Voilà, tout est possible, donc ne rien lâcher. Moi, si je devais résumer ce webinaire, Cécile, vous me direz si j'ai oublié quelque chose, mais il y a 4 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est de rappeler que, en effet, les avions qui survolent la mer, c'est la Marine nationale et il y a bien des marins du ciel. Donc, il y a des marins qui pilotent et qui font plein de métiers autour de l'aéronautique navale dans la Marine nationale. Première chose. Deuxième chose, ces métiers sont ouverts aux femmes et ça ne dépend que de nous de faire en sorte qu'il y en ait un maximum qui postulent et d'inverser la tendance et les chiffres dont vous parliez tout à l'heure. C'est l'opportunité de travailler dans des environnements qui sont assez uniques puisqu'on peut faire décoller des avions en pleine mer et donc du coup on est à la fois un marin et à la fois dans le ciel, donc c'est un peu, ça fait rêver, en tout cas ça met des étoiles dans les yeux. Et puis tout le monde peut postuler à un poste dans l'aéronautique navale, il y a plein de métiers, il y a des pilotes, il y a des mécaniciens, il y a des contrôleurs aériens, etc. Et c'est des métiers auxquels on peut accéder avec
ou sans le bac, et avec l'opportunité, le fameux escalier social dont on parlait tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai bien retenu les messages principaux? Les messages sont là, tout à fait. Oui. Super. Merci Cécile d'avoir partagé votre super expérience avec nous et puis d'avoir pris le temps de répondre aux questions parfois très précises des jeunes pour les aider, pour les encourager. On vous souhaite à tous les jeunes qui étaient là plein de bonnes choses et beaucoup de réussite pour la suite de votre parcours et puis éventuellement les tests. Je vois qu'il y en a plein qui ont envie d'être EOPAN, donc on croise les doigts pour vous. On vous envoie un moral de gagnant. Allez-y, croyez en vos rêves, dites-vous que tout est possible. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et encore, merci Cécile. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt parce que vous savez qu'on continue de mettre en avant des parcours assez exceptionnels au sein de la Marine nationale. Donc, à la découverte de la Marine, ça continue très vite avec un épisode 9. Et on vous envoie très vite le nom du prochain invité. Et puis, on retrouve le replay demain sur mon compte LinkedIn. Et puis, je vous dis au revoir. Bonne soirée à tous. À très vite. Et encore, merci Cécile. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à vous. Au revoir à tous.